Le mois d'octobre est depuis 30 ans le mois dédié à la prévention contre le cancer du sein. Kaya est née du combat que ma grand-maman de cœur a mené de front contre la maladie, en gardant son sourire, sa force et son indépendance. Bravo à toutes ces femmes qui elles aussi mènent la bataille, bravo aux familles, amis, proches, qui sont souvent moteurs de cette bataille. Soyons solidaires ce mois d'octobre, mais tous les autres mois de l'année également, pour ces mères, pères, grands-parents, frères, sœurs, tantes, oncles, amis, proches qui eux gravissent des montagnes pour vaincre la maladie. Chiara, merci beaucoup d'être là ce soir, ça fait vraiment plaisir. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, on n'a pas assez de femmes sur la chaîne, donc c'est vraiment cool. Et surtout des femmes qui entreprennent comme toi, qui font des choses inspirantes et qui ont vraiment un réel impact social. Pour moi, être un athlète, c'est pas seulement faire des résultats dans des compétitions professionnelles, c'est aussi faire une différence au quotidien. Et puis, je suis super content de t'avoir ce soir. Merci, ça fait plaisir d'être là. Et d'être considérée comme une athlète féminine avec un impact social, c'est sympa. Les gens pourront assez rapidement le voir. Tu veux commencer par la traversée du lac Léman? Est-ce que tu veux commencer par le Cervin, la Pointe du Four, le plus haut sommet des Alpes suisses, l'Ultrax? Tu as fait beaucoup de choses. Tu peux rajouter le marathon de Lausanne. Le marathon de Lausanne. On va refaire un petit peu ton parcours depuis le début déjà. Comment est-ce que tu en viens au sport? Quels sont tes premiers souvenirs dans le monde du sport? Moi, j'ai commencé super jeune le sport. J'ai commencé à faire de la natation synchronisée, je pense direct après les bébés nageurs. Pas par choix, mais plutôt par défaut. C'est sympa de faire un sport avec du maquillage, de la gélatine et des maillots à paillettes. Et puis j'ai fait ça pendant passé 10 ans. Avec des compétitions à l'international, nationales. Je pense que c'est une école de vie. Je pense que ça m'a formée à l'adolescence. Et puis après, c'est vrai qu'il arrive un âge aussi, 16, 17 ans, tu sais que tu vas pas en vivre. Puis tu vois tous tes copains, copines profiter. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus trop de sens à faire 20 heures d'entraînement par semaine, 6 jours sur 7, et sans finalement avoir d'avenir là-dedans. Donc j'ai décidé de prioriser mes études, ce que je ne regrette pas forcément. Et puis en fait, j'ai jamais vraiment arrêté de faire du sport. Donc ça t'a donné un petit peu cette fibre de compétition. Complètement. Que tu as gardé un peu par la suite, mais plutôt personnellement, plutôt des projets personnels, c'est ça? Exact. J'ai toujours eu cette... Je pense que quand on fait du haut niveau, c'est assez fou, mais je pense qu'on reste haut niveau dans sa tête. Et puis que quand on a fait ça pendant tellement d'années, on est aussi un peu formaté. Et puis après, on arrive à un moment donné où tout s'écroule. Donc tu as 17 ans, en pleine crise d'adolescence. Il faut se réinventer aussi. Tu l'as mal vécu ce moment où tu décides d'arrêter la natation synchronisée? On sait que l'adolescence, c'est une période un peu compliquée. C'est sûr. Surtout dans un sport esthétique, parce que la performance s'explique en grande partie aussi par le corps. Non, c'est clair. Est-ce que tu as eu un peu des difficultés là-dedans? Je dirais, quand j'ai arrêté, ce qui a été le plus dur, c'était surtout d'être Chiara. C'est Chiara qui fait du sport de haut niveau. Et puis après, t'es Chiara, mais plus rien. Donc ça c'est assez perturbant, je pense, dans la croissance. Puis à cet âge-là où tu te dis, j'ai 17 ans, déjà, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, je sais pas où... t'en as aucune idée, personne n'en a aucune idée. Finalement, tu perds la chose qui faisait que t'étais différente des autres. Donc déjà là, c'était difficile à vivre. La natation synchronisée, c'est un sport... c'est difficile, c'est un sport d'esthétisme. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de filles, déjà en général, mais en plus qui font des sports d'esthétisme, qui souffrent ensuite de troubles alimentaires, en plus en période d'adolescence. Donc ça, c'est un peu un combo. Quand tu as 17 ans, il faut trouver quelque chose qui te raccroche. Faire face à tout ça, exact. Du sens là-dedans. Ouais. Donc moi, j'ai en fait transféré mon challenge sportif sur l'école. Puis après ça, je dirais que c'est à la fin de mon gymnase où ça a été un peu plus compliqué. Et puis là où j'ai vraiment dû chercher quelque chose pour me réinventer. Pourquoi à la fin du gymnase, ça devient plus compliqué? Parce que j'ai commencé l'école à Lausanne pile pendant le Covid. Et là, franchement, ça a été un carnage. Je trouvais pas de sens dans l'école. Dans les cours, j'arrivais pas. Je trouvais que ça servait à rien. J'avais besoin de concret.
Après, moi, je suis un peu un bulldozer aussi. J'ai besoin que ça bouge. Je suis un peu je suis complètement hyperactive. Donc, je supporte pas quand je fais rien. Donc, je pense que pour moi, ça a été hyper dur le Covid. En parallèle, j'ai toujours continué à faire beaucoup de sport, courir, nager. Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment de but à cette époque-là. Et donc, tu arrêtes l'école hôtelière, j'imagine, ou tu finis? Exact. Mais avant ça, donc, je commence en 2019. Et je commence mon stage d'année préparatoire en 2020, mars 2020. Donc là, voilà. Ouais, donc tout s'arrête, t'es en stage à la maison. Je vais pas faire la genèse de ce qui s'est passé, mais mars 2020, tout ferme, lockdown. Moi, je garde mon travail parce qu'on ne savait pas comment ça se passait. Donc ça, c'était l'année préparatoire pour pouvoir rentrer à la chaîne. Il faut une année de stage pour travailler en emploi. Et puis, donc, j'étais dans mes 6 mois de stage, j'étais à Gstad. Et puis, on était enfermés, j'ai gardé mon travail, donc je rentrais pas à la maison. Puis là, j'ai commencé à beaucoup courir en montagne. Et puis, je me suis réveillée un matin, puis je me suis dit, mais c'est quoi la distance entre Morges et Évian à la nage? Ce serait marrant de la faire. Et puis, j'en ai discuté avec une copine. Et puis, en fait, c'est comme ça que c'est parti, en fait, un peu le premier défi personnel. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'en période de Covid, pour moi, ça faisait pas de sens de faire un défi juste pour moi. Foncièrement parlant, si je sais que je peux le faire, je le fais. Mais si je sais que je peux le faire pour quelqu'un d'autre ou pour une cause, je trouve que ça fait quand même plus de sens. Ouais. Je pense que j'avais besoin de sens à ma vie en général. Mais du coup, ça faisait du sens pour moi de donner du sens à ce projet. Et puis cette année-là, on a traversé le lac avec cet ami. Donc là, c'est 14 km. Après, exact. Tu fais la traversée, t'es suivi, comment ça se passe? T'es suivi par un bateau, suiveur. Traverse le lac pour Zoé for Life. Ouais. Et puis donc, ce qui se passe en général dans ce genre de défi, tu contactes l'association, tu leur expliques que tu veux faire une levée de fonds. Et puis après, c'était un peu le début, donc on ne savait pas trop s'y prendre. Donc on décide de mettre en place ça. On fait une cagnotte où les gens peuvent faire des dons. On fait un peu de pub sur nos réseaux personnels. Rien de très spécial. Et puis en fait, on a fait ça le 1er août. Donc en fait, après, on a fait un peu une fête en famille, dans le jardin. Donc c'était plutôt un truc chouette, en fait. Toi, avec tes 15 ans derrière de natation synchronisée, c'est un jeu d'enfant ou c'est quand même quelque chose auquel tu t'es préparé quand même les mois d'avant? Bon, moi, pour moi, le sport, il y a vraiment 70% de mental. Pour moi, quand j'ai décidé de faire quelque chose, je laisse pas le choix. Ça va le faire. Il n'y a pas d'exit. Mais c'est un problème, parce qu'il y a bien un moment dans ta vie où tu fais face à l'échec. Et puis je sais qu'un jour j'y ferai face, et j'y ai fait face. Mais dans ma tête, c'est 15 km, t'y vas. Je me suis entraînée... Après, ça, c'est ce que les gens ont peine à comprendre quand tu as été drillé de tes 5 à tes 16-17 ans à être entraîné 20 heures par semaine, à te faire engueuler par un entraîneur, à devoir faire les choses, à devoir être à l'heure. En fait, ta tête, elle est formée différemment, je pense. Et du coup, tu réfléchis pas de la même manière que les autres. Donc pour moi, il n'y a pas un jour où je vais pas faire du sport. Et c'est pas que je dois me motiver à le faire, c'est juste que ça fait partie de ma journée et j'ai pas le choix. Et puis, peut-être que je suis pas à 17h30 à l'apéro avec les copains. J'y serai peut-être à 20h, mais pour moi, il y a pas d'autre possibilité. C'est tu vas au sport et c'est tout. Mais donc non, je me suis pas plus que ça préparée à traverser le lac. Parce que 15 km finalement, c'est beaucoup, hein. Faut pas minimiser. En combien d'heures vous l'avez fait? Je pense que la première fois, ça devait être à peu près 5 heures. D'accord. Et donc là, vous levez des fonds sur exact. Ce projet? Enfin, avant le projet, et puis après, j'imagine... on fait une petite arrivée à la Coquette à l'époque. Et puis voilà, c'est tout simple, à la Bonne Franquette. L'important, c'était pas d'avoir un impact médiatique, c'était vraiment... C'était de lever des fonds pour la fondation. Et ça reste vraiment au cœur de chaque projet, en tout cas pour moi. L'essence même de ce qui deviendra plus tard Kaya. Exact. Et pour moi, c'est trouver des fonds pour des fondations. Donc, il y a ce premier projet pour Zoé for Life. Et ensuite, très vite, tu as cette idée. Donc ça, c'était en quelle année? Là, on est en 2020. Ensuite, 2021, c'est toujours aussi compliqué avec le Covid. Oui. Et puis, en fait, en 2021, j'ai un accident de voiture. Je fais un choc à 110 km/h sur l'autoroute. Une voiture à l'arrêt. Et là de nouveau, carnage. Je remets de nouveau toute ma vie en question. Je me dis... Donc là, qu'est-ce qui t'arrive? Comment
Comment se passe cet accident? Bon, moi, je me souviens pas du tout de avant. J'ai fait un trajet que je fais tous les jours. Il neige, je me mets sur la 3e voie à Morges, elle est ouverte. Et puis, il y avait une voiture et puis je l'ai pas vue. Incapable de dire pourquoi je l'ai pas vue. Je fais toujours tellement de trucs. Je travaille à 100%, ensuite je travaille au LHC le soir, et puis le matin à 5h, j'étais au sport. Donc les journées, souvent, elles sont assez à rallonge avec moi. J'ai de la peine à pas faire trop. Et là, tu fais cet accident. Exact. Tu as des souvenirs de ça? Est-ce que tu... Non, c'est quel genre d'accident? je me prends une voiture à 120, les airbags pètent, tu te rappelles de l'odeur, du bruit, voilà. Et la personne qui était dans la voiture? L'autre personne n'avait rien. D'accord. Mais moi, j'avais une petite Fiat 500. Ok. Une Vous voiture êtes un peu des miraculés les deux, quand même. Elle avait une très grosse voiture. Donc, et puis, je lui ai foncé à l'arrière. Donc, ça a quand même... La Fiat a bien supporté le choc. Ok, surprenant. Oui. Non, elle s'est complètement écrasée. Et puis voilà, après, je me suis fait opérer de la main. Mais fondamentalement, j'ai vraiment eu de la chance. Et je pense que je m'en suis rendu compte. Et je me suis dit, waouh, putain, la vie, elle peut tellement basculer en 2 minutes, quoi. Tu sais pas ce qui peut t'arriver demain. Et puis je suis allée à Zermatt cet hiver-là et je me suis dit, mais ce serait vachement marrant de grimper le Cervin. Donc je regarde 2-3 vidéos sur YouTube. Et puis je dis à mes parents... 2-3 Russes qui le font à main nue, sans gants. Ils sont On aime bien ces vidéos. Topless. Ouais. Puis ils montent comme ça, je me suis dit, mais... C'est facile. Ouais. J'y vais sans guide. Donc je dis à ma maman, écoute maman, je vais grimper le Cervin. Et là elle me dit, mais t'es complètement malade. Surtout que c'est super technique. Hein. C'est hyper technique. Jamais fait d'alpinisme de ma vie. Ouais. Je faisais un peu de pot de phoque, mais plus de la pot de phoque d'endurance, à monter une piste. C'est pas la même chose de monter une montagne que d'être sur une piste. Ouais. Après, j'ai quand même la force d'être très sportive et d'avoir toujours maintenu ma condition physique. Et t'as le mental, donc c'est bon. Et j'ai le mental. En fait, je me suis dit, j'ai dit, maman, c'est la recette du succès. Elle m'a dit, non. Et ça s'est enchaîné super vite. On a rencontré un guide. Et puis en fait, là, j'ai discuté avec une copine à moi avec qui on travaille au LHC et je lui ai dit, écoute, franchement, je pense que j'ai besoin de ton aide, j'aimerais monter un vrai projet. Et en fait, on a créé un 4000 en rose et on a commencé à réfléchir à ce principe de faire des soirées pour lever des fonds et faire un projet sportif par année. C'était un peu flou à l'époque, mais ça correspondait à ça. On monte ce projet, on décide que je fais le Cervin en juillet 2022. Exact. Et ça part de là. On contacte un gars au Bleu, Lézard. On lui dit, on est trop chaude, on veut faire une soirée après-ski pour lever des fonds pour une fondation. Est-ce que tu nous suis? Et là, le gars, il a dit, ok, départ. Donc, on fait en fait la première soirée, un 4000 en rose, pour lever des fonds, au Bleu Lézard. Donc, méga cool. Bleu Lézard, je sais pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas, moi, à l'époque... connaîtront, C'était l'endroit où il fallait être. C'était l'endroit à une époque où il fallait être. Ouais. Et donc, hyper cool. On fait une soirée, on lève des fonds. Franchement, on s'amuse trop. Et on se dit, waouh, je crois qu'on tient quelque chose. Ça devient concret, en fait, quand les gens te suivent et mettent de l'argent. Après, t'as plus le choix. Non, c'est clair. C'est concret, il faut y aller maintenant. C'est clair. Et puis, tu sais, de voir la cave du Bleu remplie, c'est pas tout petit quand même. Et on se dit, putain, tous ces gens, en fait, c'est méga cool. Ils pensent que c'est cool ce qu'on fait, ils trouvent que le projet a du sens. Ils donnent du crédit. Ouais, trop bien. Ouais. Et donc, on crée ça, on fait ce premier event, on lève des fonds. Après, c'était assez flou aussi, parce que, en fait, c'est là où les premiers coups de montagne ont commencé à se chiffrer. Moi, mon guide, il m'a clairement dit... Donc, on a déjà fait la soirée, hein. Je l'ai rencontré et il m'a dit t'es une tête complètement dure. J'ai compris que tu voulais faire le Cervin. Mais il m'a dit, t'oublies. Pourquoi? Il m'a dit, non. Impossible. D'abord, on fait ça. Ok. Si tu réussis ça, peut-être on fera le Cervin. Il faut gravir un peu les paliers. Exact. Et il m'a dit, tu peux pas décider de faire quelque chose comme ça. Parce que, en fait, t'ajoutes un élément. La montagne... Tu maîtrises pas tout. Non. Tu dois faire avec les aléas. Non, et puis moi, je suis un élément d'eau. Je savais pas mettre des crampons, je savais pas utiliser un piolet. On fait une première session de grimpe, il me dit « Oh, c'est pas mal » et tout, je dis « Ouais ». Et là, il me dit « Ok, on va passer à un niveau supérieur », donc on fait la demi-traversée du Brighton.
Et là, je me marre. Donc le trop. Breithorn, c'est la montagne en Suisse, il me semble, hein, Ouais. si je dis pas de bêtises, où on peut aller. Enfin, c'est un des. Bon, déjà, c'est plus de 3000. Et Ouais, c'est puis un on 4000. peut- C'est un 4000 Ouais, c'est un en 4000. Breithorn. On peut le faire sans encordage. Exact. Donc vraiment à la force, juste avec les compétences physiques. C'est ça. Il y a plusieurs façons d'accéder au Breithorn. Donc, tu as la façon, comme tu dis, sans encordage. Voilà. Donc, disons que le Breithorn, de cette manière-là, c'est un 4000 qui est accessible, avec un guide. Mais moi, j'ai pas fait cette voie-là. En fait, il y a la demi-traverse. Ok. Donc là, tu passes par la crête. Mhm. Et puis, il y a la traversée complète où, en fait, tu arrives de Castor et Pollux. Et en fait, tu grimpes juste avant Castor et Pollux et tu fais toute la traversée sur la crête. D'accord. Donc là, on fait... D'abord, il me dit, on part pour faire Pollux. Donc, Pollux, Castor et Pollux, c'est aussi deux montagnes suisses qui sont... C'est deux 4000 Dans la région aussi, de ouais. Tesch. Exact, c'est Zermatt, sur hein. Zermatt. Mhm. Et on part pour faire Pollux ou Castor, je me souviens pas très bien. Et en fait, il me dit, non, en fait, on va faire la demi-traversée du Breithorn. Alors moi, je me dis, ça veut dire quoi? C'est plus technique que le Cervin. D'accord. Ok. C'est plus compliqué. Parce que le Cervin, c'est quand même... Qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, il te dit ça? Bon, la neige était mauvaise sur Castor d'accord. et Pollux. C'est pas dit ah ouais en fait ça va, elle se débrouille bien. Non, Rien à du voir. tout. Alors, Ok. rien à voir. Il s'est dit, la neige est mauvaise. Bon, il y a un peu trop de monde, on va faire ça. Ok. Et là, je me rappellerai toute ma vie. Il me passe un piolet dans la tête, dans la main. Il me passe le piolet, mais je le regarde comme ça. Je dis, mais j'ai pas osé lui dire que je l'avais jamais utilisé Ouais. le piolet de ma vie. Fake it. Donc je le prends comme ça avec un peu d'assurance. Je dis, ça va le faire. Et je le vois grimper sur la paroi. Et moi, je me revois avec mon piolet. Je me dis, mais je vais mourir. Et là, dans ma tête, je me rends compte que si le piolet, je le plante mal, ou que le piolet, il décroche une plaque de glace, mais je tombe moi, mais le guide tombe avec moi. Et là, je me dis, ah ouais, bon. Mais ça veut dire que le guide savait quand même que t'avais jamais fait de montagne. Ah, il savait que j'avais jamais fait de montagne. Ouais. Mais je pense que, et lui et moi, on s'est fait confiance mutuellement. Et ça l'a fait. Ouais. Et donc là tu gravis le. Et là, je Breithorn. fais la demi-traversée du Breithorn, j'arrive en haut, et puis là, je le regarde comme ça. Puis, tu sais, c'est un Zermattois. Donc, des fois, il me parle un peu en suisse allemand, tout ça. Puis, il me regarde comme ça, il me fait « Alles gut ?» Et là, je le regarde, je dis « J'ai eu un peu peur quand même. » Ouais. Il me fait... Et puis, en parallèle de ça, on rencontre un gars qui a une agence de com, qui s'appelle Lucien Mélan. Et là, il nous dit « Non, mais les filles, vous tenez quelque chose. Il faut pas faire un projet. Il faut que vous... il faut Faut que ça devienne Ouais. vraiment une structure. Ouais, il faut faire une association. Il nous a dit, tu vas pas refaire un compte Instagram pour chaque projet que tu fais. J'étais là, ouais. Il est fort, Ouais. ce mec de la com, quand même. et puis en fait, c'est après cette Du coup là on lui donne 1000 francs et Ouais. c'est bon. Non, je l'ai pas Merci payé. pour le conseil. Tu sais, quand on est une association, on peut toujours tourner sa casquette. Ouais, c'est vrai. Non, mais... Et donc, on crée Kaya. Pourquoi Kaya? Pourquoi Kaya? Mes parents, ils m'appelaient Pouch Kaya. D'accord. Quand j'étais petite. Petit surnom comme ça. Et comme je m'appelle Chiara, j'étais persuadée que je m'appelais Kaya, en fait. Et puis comme j'ai fondé Kaya, je trouvais ça marrant de mettre un peu de mes parents, un peu de mon enfance. Un petit clin d'œil, un Hop petit là. hommage. Exact. Ouais. Donc voilà, et puis le projet, cette année, il avait aussi du sens un peu avec ma famille. Comme ma grand-maman de cœur, elle a eu 2 cancers. Elle a fait 2 ablations des 2 seins, suite à 2 cancers des seins. Cette année-là, on levait des fonds pour le cancer du sein, donc c'est devenu un peu un... Tous mettaient Exact. ensemble, on va dire. Ouais, exact. Tous s'imbriquaient. Ouais. Et donc là, vous trouvez votre voix, si je peux dire. Voix, tu vois, là, un petit clin d'œil avec... Ouais. Et donc là, Cervin, c'est ça? Cervin, exact. Mhm. 2022, année de nullos pour la montagne. Ouais. Canicule, Mhm. catastrophe. Donc, moi, je fais cette demi-traversée du Breithorn fin juin. Mhm. Ouais, même juillet. C'était pendant le Montreux Jazz. Ok. Ah, tu te rappelles parce que tu voulais Je aller... me souviens... non, je me souviens très bien d'avoir été au Montreux Jazz et monté directement le lendemain à Zermatt. Ah ouais. Donc, tout se passe bien. Et donc, le guide dit, OK, bon, t'es prête. Ça le fait. Tu peux faire le Cervin. Donc, moi, je me dis, trop bien. Année de canicule, il ferme le Cervin. Et moi, je suis dépitée. Je me dis, putain, il y a tout le monde qui compte sur moi, entre guillemets. Hein. Mhm.
me mets un peu une pression parce que voilà, sûr, quand tu annonces un projet, quand tu annonces une levée de fonds, quand les gens ont mis de l'argent, enfin, il y a quand même d'autres enjeux que quand des attentes, bien sûr. Ouais, que quand tu traverses le lac avec un peu ta famille et puis 2-3 potes qui ont donné de l'argent, quoi. L'enjeu reste le même, hein, je minimise pas du tout ça, mais c'est vrai que là, il y avait quand même des gens un peu externes, et puis on avait quand même fait des événements. Donc, tu dois quand même un peu quelque chose. Donc, le Cervin est fermé pendant un petit moment. Et puis ensuite, il me semble qu'il fait dégueu. En gros, les conditions météo, ça le faisait pas. Et puis, donc, il fait trop chaud, du coup, beaucoup de risques de chute de pierre. Parce que il y a la fonte du pergélisol. C'est un peu ça. Ouais. C'est les conditions en montagne, on les connaît. Elles peuvent vriller. Enfin, surtout à 4000, plus de 4000 mètres. Et puis on parle quand même d'un sommet difficile. Donc pour le coup, je fais complètement confiance à mon guide et moi je l'écoute, je fais ce qu'il dit. Parce que je pense qu'après mon accident, j'ai un peu aussi perdu cette relation à la peur de la mort. C'est hyper bizarre. Hein. Parce que comme tu sais que ça peut s'arrêter, enfin c'est un peu bizarre, parce que comme tu sais que tout peut s'arrêter, t'as plus vraiment peur qu'il t'arrive quelque chose. Parce que tu te dis, bah voilà, si ça arrive, ça arrive. Et ça, c'est quelque chose, j'ai toujours été hyper claire, que ce soit avec ma mère ou mon père, ou ma famille proche, ou mes amis, c'est de leur dire, mais s'il m'arrive quelque chose, vous allez être triste. Mais le soyez pas trop. Parce que j'aurais fait ce que j'avais envie de faire et j'aurais fait ce qu'il fallait pour me mettre en sécurité. Tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour éviter, pour réduire le risque. Mais en même temps, t'aimes bien le risque. Ouais, puis quand tu te mets dans l'alpi... T'acceptes aussi ce degré de... T'acceptes de te dire que tu peux déguiller, t'acceptes de te dire que tu peux te prendre une pierre. Et que tu peux pas tout maîtriser, effectivement. Non. Et que, on l'a vu avec ces gens qui ont fait la haute route et qui sont restés coincés à 50 mètres du refuge. Tu peux pas choisir, ça dépend de ton guide, ça dépend de ta condition physique. Enfin, il y a tellement de paramètres que je pense que ça, c'est quelque chose, en tout cas quand tu te mets à des sports à risque, je pense qu'il faut en discuter avec ta famille. Et il faut que les gens soient au courant que tu as pris cette décision et qu'ils doivent être OK avec ça. Donc ça, c'était une autre partie qui était réglée. et puis en fait, on m'a proposé un dossard pour faire un des ultrax à Zermatt. Donc je pars pour l'ultrax sans entraînement. J'avais jamais fait de trail. L'ultrax, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots en gros, combien de D+, combien de kilomètres? C'est un trail en montagne. Il y a plusieurs parcours. Le plus grand, il me semble que c'est 60 km et énorme. Toi, tu fais lequel? Non, moi je fais l'ultrax des Nulos. Donc je fais les 20 kills et les 1100 de dénivelé. Bon, j'avais jamais fait de trail de ma vie. Trop sympa. Puis j'adore Zermatt, vraiment, station de cœur. Franchement, je le conseille. Et encore cette année, j'ai entraîné 2 anciens collègues et on l'a fait les 3 parce que je trouve qu'il est génial. Je trouve ça génial. Donc je fais mon trail et en fait, à l'arrivée, je reçois un message de mon guide. Il me dit « Ciao Chiara, j'ai le Covid. Le Cervin, c'est mort pour moi cette année. » Donc déjà, je me dis « Punaise, j'avais grave confiance en lui. Enfin, tu peux pas me faire ça, Gianni. » Et il me dit « T'inquiète, j'ai un ami à moi qui le fait avec toi. Par contre, c'est jeudi. » Donc là, on est dimanche. Et il me dit « C'est pour jeudi prochain. » Toi, tu dois récupérer de ta course. Tranquille. Et moi, je dis « Ok. Top. On fait ça. » Donc je redescends en plaine. Et puis, en fait, je fais tout faux. Hein. Moi, là, j'ai fait tout faux. Ensuite, ce guide remplaçant, il m'appelle, il me dit « Ça va pas le faire pour moi, mais j'ai un aspirant qui est là. » Donc bon, déjà, moi, je me dis... Mais en fait, j'étais tellement dans le truc je dois le faire. Je peux pas ne pas le faire cette année. Enfin, j'ai trop engagé le truc pour ne pas le faire. Je supportais pas l'idée de pas le faire. Avec du recul, j'aurais dû me dire « Non, Chiara, pas cette année. Tu le feras avec ton guide en qui t'as confiance dans une année. » Parce que... Pourquoi avec du recul? Je fais tout faux. Je monte le mercredi... Aucune adaptation à l'altitude. La cabane du Ernie, c'est une des cabanes les plus hautes pour dormir. T'as combien? 3000 Ouais, t'es à 3000. 3003, je crois. Ouais, t'es à passer 3000.
magnifique magnifique cabane. T'es monté en cabine, c'est pour ça que t'as... Je suis montée en cabine jusqu'au Cervin, effectivement. Et voilà, tout le monde va être déçu. En fait, c'est un fake. Non, donc je monte à cette cabane Journey, j'y passe la nuit, je rencontre mon aspirant guide. Et je pense qu'il m'a porté l'œil. Il me dit à table, comme ça, il me dit, tu sais, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il n'y a pas de jours sans. Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais pas si vous avez déjà fait... Enfin, si t'as déjà fait une nuit en cabane. Ah bah, tu peux avoir des problèmes liés à l'altitude, des problèmes cérébraux, des œdèmes cérébraux. Ouais, en tout cas, tu dors mal. Tu dors très mal, ouais, tu récupères pas bien du tout. Non. C'est pas une nuit de repos. Non, bah non. Déjà, t'es anxieux parce que tu te dis, bon, demain... T'es excité pour le lendemain, ouais. Et puis en plus, t'es en dortoir. T'as la tête qui tourne. Ouais. Ouais, d'accord. Donc la nuit, tu la passes très mal. Je dors pas beaucoup, pas une nuit reposante. Et puis en fait, c'est assez marrant. Mais moi, j'avais quand même un peu l'esprit de la montagne. Franchement, j'adore la nature. Et je trouve que c'est la plus belle chose... Enfin, les éléments naturels. Enfin, je trouve que c'est incroyable. Mais en fait, pour moi, j'avais l'image de la montagne où c'était quand même un moment de plénitude. Donc c'est un effort physique, mais comme quand t'es dans l'eau, t'es un peu dans ta bulle, c'est un peu de la c'est de la méditation, t'es focus sur tes mouvements, sur le bruit de l'eau. Et pour moi, la montagne, en tout cas comme j'ai fait la demi-traversée du Brighton, c'était ça, t'es dans le silence, t'entends la neige, t'as peu de monde, enfin tu prends quand même du plaisir. La cabane du Hurley, le Cervin, t'es comme des chiens en cage, c'est le gardien de la cabine de la cabane. Fais gaffe, ça va commencer à ils vouloir dire quelque chose. Penser, Non, mais c'est parce que c'est là où vient l'histoire. Donc, c'est le gardien qui décide quand tu sors, il ouvre les portes. Puis là, t'as un créneau horaire, surtout. Ouais. Et t'as 100 personnes. Ouais. T'as 100 personnes qui partent sur le Cervin en file indienne. Comme sur les images qu'on voit sur l'Everest. Et je ferai jamais de ma vie cette montagne. Parce de nouveau, aucun plaisir à faire cette performance physique. Je pense pas. Trop de monde. Ouais. Ça fait pas de sens. Non, aucun. Et donc là, on part et ça me fait trop marrer parce que je me souviens, après ça, j'ai dû poster sur mes réseaux, j'ai dit départ sur la A1 la plus connue de Suisse. Mais c'est une autoroute. Non, mais c'est l'enfer. Donc, tu te prends les crampons de suite dessus. Tu frappes suite derrière. Tu pars trop vite. Enfin, je suis partie trop vite. T'es dans l'euphorie. T'es dans l'euphorie. Et moi, du coup, j'étais avec un aspirant, donc un jeune. Je pense qu'il a vu que j'étais jeune. Il s'est dit, oh, elle est en forme. On va y aller. Tandis que mon guide, qui a des années d'expérience, il aurait dit, Chiara, tu te calmes. On va pas partir vite. On va aller pas par pas. Calme-toi, Chiara. Et en fait, là, le guide, il est complètement... On est parti comme des balles. Et là, moi, je commençais à me sentir mal. Vraiment, le mal de l'altitude, le monde, aucun plaisir. On arrive à la cabane du Solvay, c'est 4000. Et puis, c'est toujours à la cabane du Solvay où le guide fait le point et il dit, voilà. On descend ou on continue ? On descend ou on continue. Parce que c'est là où il y a les cordes, donc c'est le plus dur. Mais surtout dans la montagne, le sommet, c'est pas quand t'es en haut. C'est quand tu redescends. Enfin, le sommet, il est en bas. Parce que la descente est beaucoup plus dure. On arrive à cette cabane. Et là, je pense que j'ai eu de la chance que c'était un jeune. Il me regarde dans les yeux, il me dit t'es sûre que tu veux continuer, Chiara ? Parce que là, il voit que t'es dans le dur. Ah, il voit, mais il me traîne. Je suis vraiment dans le dur. Physiquement, physiquement, plus de jambes. Mais après, ma tête, elle était là. Non, mais Chiara, déconne pas. Ne déconne pas. Et donc, je me marre trop, mais on arrive à cette cabane du Solvay. Et là, il me regarde et il me dit franchement, je suis pas sûre que ça le fait. Et je me souviens, je lui dis c'est mort, on monte. Je lui dis on finit, on va au sommet. Ouais. Et là, le gars, il me regarde comme ça. Et en fait, il a dû se dire, je vais pas essayer de la contredire. Ça va pas le faire. Alors qu'un guide, en fait, t'as eu de la chance. J'ai de la chance dans mon malheur parce que mon guide... Non, parce que ton guide t'aurait jamais laissé monter. Il m'aurait dit, Chiara... Donc il y a un petit peu d'inconscience quand même de la part du guide, mais au moins... Mais il est aspirant. Ouais.
il a sûrement peut-être pas déjà vécu Bien sûr. ça. On a perdu le guide qui doit le suivre, parce qu'en fait, un aspirant doit toujours être proche ou avoir en visu un vrai guide. Puis l'autre, il a continué. Il a filé. Donc en fait, on est vraiment les deux, et lui, je pense qu'il sait pas quoi me dire. Et puis, je sais être très convaincante. Et je lui dis, non, je me sens vraiment mieux, on y va. Ouais. On repart, on finit, on arrive au sommet, trop contente et tout. Et en fait, le fait de dire que le sommet, il est en bas, il fait tout son sens. Donc c'est dur. Moi, j'avais beaucoup de peine à lui faire confiance en rappel. Donc tu dois quand même, tu vois, tu te lances quand même dans le vide. Il y a quand même des notions où quand tu connais pas la personne, bah voilà, la confiance, ça s'explique pas. Gianni, mon guide qui a fait les derniers sommets avec moi, je lui ai fait une confiance aveugle tout de suite. Mais parce que je pense qu'il a une prestance et une certaine expérience qui fait que bah, tu as envie de lui donner ta confiance. Oui, et puis il faut passer du temps avec les gens. Exact. Et là, franchement, c'était compliqué. Donc on fait la descente, on se perd. Le servant, apparemment, je ne savais pas, mais c'est hyper facile de se perdre parce qu'il n'y a pas de tracé, il n'y a pas de neige. Enfin, il y avait en plus pas de neige, donc tu voyais pas les pas. Donc on se perd, on entend des chutes de pierre. Et puis là, tu vois aussi, et moi j'étais ahurie de voir des gens monter à la Ulichtek en courant, short t-shirt, sans corde, rien. Puis tu te dis quand même, ouais, c'est fou. Et puis moi je suis Kylian Jornet, quoi. Ouais. Tranquillement. Ouais, complètement. Mais tu vois des vidéos des fois sur YouTube, ouais. Non, mais qui montent en short t-shirt et tu te demandes comment c'est possible. Mais c'est incroyable. Les gens prennent beaucoup de risques. Ouais, mais je sais pas si tu as déjà regardé des vidéos de Ulichtek qui parlent. Je pense qu'il y a sur des aspects, il a assez raison, c'est que finalement, des fois en montagne, c'est pas forcément toi ou la montagne le danger, mais c'est les autres. C'est ceux qui... C'est l'Américain qui comprend rien et qui fait n'importe quoi. Enfin, l'Américain, on s'entend, hein, ça peut être X ou Y, mais qui fait... Faut faire vraiment attention parce qu'on a énormément d'Américains qui regardent le podcast. J'adore l'Amérique. On a 1 million de personnes qui regardent, donc fais attention. Minimum. Non, mais tu vois, c'est le gars qui se dit... qui met en danger les autres. Ouais. Et ça, c'est le problème, finalement. Bien sûr. Parce que toi, si tu as confiance en toi, en ce que tu fais, en tes pas, en ton guide, en ta préparation, tu mets en danger personne. À la limite, toi et ton guide. Mais des gens qui débarquent comme ça... Bah, c'est pour ça qu'il y a autant de morts sur l'Everest. Ouais. Parce que l'Everest, c'est pas une montagne compliquée. Non. Mais c'est le plus haut sommet du monde. Donc sur le CV, ça le fait bien. Puis le problème, c'est qu'il y a plein de monde qui sont pas du tout préparés. Des personnes... c'est un peu la bucket list à cocher. Et puis des fois j'ai envie de leur dire mais les gars enfin en fait peut-être déjà je sais pas le Mont Blanc c'est déjà super bien. Je comprends pas pourquoi les gens ils doivent je pense aussi que ça c'est un problème, toujours aller chercher plus de risques, plus de ci, plus de ça. C'est aussi un problème qu'on a en général. C'est les intérêts personnels. Ouais. Je trouve ça fascinant. Et donc là vous redescendez, on redescend, mais vous mettez beaucoup de temps, on met trop de temps, la nuit elle arrive bientôt, donc quand même en été ça va. Non mais moi j'avais dit, enfin mon guide, et on avait discuté, j'avais prévu un retour à midi. Je pense que je suis arrivée à 15h30, 16h. Donc mon téléphone, les gens ont pensé que j'avais fait déguiller sous la... Bien sûr, juste t'as pas de réseau. Ouais, et puis même t'es pas dans le mode je fais déverrouiller mon téléphone. La souffrance. Et là mon guide, on arrive en bas, il me regarde comme ça, il me dit bon, moi j'ai ma dernière cabine. Elle est dans 40 minutes. Moi, je vais courir pour la voir. Et je le regarde, je lui dis, mais t'es malade, moi, je cours pas. Parce que il faut savoir quand même que depuis la Hurnley jusqu'à la première cabine, pour descendre à Zermatt, c'est de la semi-montagne quand même. Hein. T'as un peu de la roche, alors t'as des petits escaliers, mais c'est pas une marche c'est pas faire le lac des 4 cantons, quoi. Ouais. Donc lui il descend en courant, il me laisse comme ça à la cabane du Hurnley. Donc là je déverrouille mon téléphone, il me laisse toute seule à la cabane. C'est fou, non? Ouais, c'est fou. Je pense que lui il en avait aussi bien marre. Ouais, mais le mec il est pas un guide de montagne s'il fait ça. Il est aspirant, en soi il m'a ramené jusqu'à la cabane. Je t'avoue que j'étais complètement désemparée. Après bon, je comprends, il y avait le jazz aussi, c'était quand même important d'être il m'a dit écoute, il y a le concert il y a Gilo là. Il y a besoin d'organiser ce soir, mais je peux pas louper ça. Ciao. Ouais, alors avec du recul, ouais, c'est clair que c'est quand même fou ça. C'est quand même fou, ouais.
C'est quand même fou. Et puis, je trouve que quand même, en tant que guide, t'as l'aspect financier, mais t'as quand même l'aspect humain. Enfin, je veux dire, tu laisses pas une nana seule comme ça, une cabane, elle en a aucune idée, elle est au bout de sa vie. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, quoi. Donc j'arrive comme ça, je me pose, je dis, bon, servez-moi 10 coca. Je veux du coca. Et puis, je bois mon coca, il y avait d'autres guides et ils se marraient trop. Et moi, j'étais là, j'ai envie de mourir. Mais d'un côté, moi, je me marrais aussi, parce que je me suis dit, c'était tellement cocasse. Et puis, en fait, t'assimiles pas le fait que t'étais juste au sommet du Cervin, quoi. J'appelle mon père et je pense que je m'effondre. Je lui explique, je m'effondre. Et puis là, la nana de la cabane, elle me voit. Elle a dû avoir pitié. Puis c'est là où elle me dit, écoute, j'ai un hélico qui descend de la Hurnley jusque... Tu sais que je pensais à l'hélico, mais je me suis dit, c'est pas possible. Ouais, j'ai un hélico qui descend de la Hurnley, parce que c'est le ravito se fait en hélico. Pars avec. Et je la regarde comme ça, j'ai des cœurs dans les yeux, je cours chercher mon sac et je me dis... Merci. Je veux lui dire, mais tu sais que depuis tout le début là, ouais. T'as quand même beaucoup de chance. Toutes les planètes sont alignées quand même. Ouais. Donc bien sûr, il y a le mental qui est important, mais la part de chance, elle est quand même... T'aurais pu réussir aussi, c'est pas la question. Mais la vie, elle est faite aussi de... Des fois, tu comprends pas trop pourquoi, il y a tout qui... C'est un brick, ouais, mais ça se fait comme ça et finalement, je pense que j'avais besoin de cette leçon pour se dire que, ouais, il faut... C'était une petite claque qui était bénéfique. Je me suis dit, je ne referai plus des sommets avec des gens que je ne connais pas. J'écouterai... Enfin, je vais faire comme le guide me le suggère et pas autrement. Et puis, je vais peut-être un peu arrêter d'être la tête dure comme ça et peut-être... Ouais. Peut-être juste me dire que la montagne, tu maîtrises pas tous les paramètres et il faut juste être OK avec ça. Donc voilà, c'était un peu la fin du premier projet Kaya. Mais le plus gros, ou bien... parce qu'après, il y a la pointe du Four. Ouais, donc après, qu'est-ce qui se passe après le Cervin? Après le Cervin, c'est pas facile d'avoir une asso où t'as des projets sportifs où t'es un peu l'unique emblème. Parce que d'un autre côté, tu dois pas non plus trop te mettre en avant parce que tu fais quand même les choses pour une cause. Mais d'un autre côté, les gens, ils te suivent aussi... Pour ce que t'es. Pour ce que t'es. Et pas seulement la cause. Ouais. Et je pense que c'est là où c'est le plus compliqué, en tout cas pour ma part, c'est que j'aurais tendance à plus mettre la cause en avant parce que je le fais pour moi, on fait tous des choses pour soi, on a tous une part d'égoïsme en nous, il faut être honnête. Mais en l'occurrence, avec Kaya, je le fais pas, j'ai du plaisir de faire la montagne, mais il faut que ça ait du sens et je le ferais pas s'il y avait pas ça derrière. Du coup, j'ai monté un peu une équipe autour de Kaya parce que moi, j'avais trop. Tu pouvais pas tout faire. Non, je peux pas tout faire. Et c'est énorme quand même. On se rend pas compte du travail que c'est d'organiser un événement, de gérer les partenaires, d'essayer de trouver du sponsor, de lever des fonds. Et comment tu trouves ton équipe? C'est toi qui montes ton équipe? C'est un peu le bouche à oreille? Tu sélectionnes les gens? Comment ça se passe? Ça s'est fait un peu naturellement. On travaillait tout au LHC. Et puis on s'est un peu rencontrés comme ça, on a fait nos premiers events ensemble, puis on s'est rendu compte qu'on avait toutes des qualifications différentes et qui seraient bonnes pour Kaya. Kaya, c'est une organisation à but non lucratif, donc... c'est en parallèle de chaque emploi respectif de chaque personne. Chaque période d'examen, chaque tout. Ouais. Et puis... Finalement, celle qui est le plus impliquée dans le projet, mais parce que par définition, je fais le défi, c'est toi. J'ai fondé et je suis à l'initiative. Ça fait beaucoup de jeux, mais c'est malheureusement un peu la réalité. T'es forcément la personne qui est le plus impliquée et qui a envie que ça grandisse le plus. Donc t'es plus motivé à travailler à 22h le soir qu'une autre personne qui fait ça un peu... qui se greffe à l'équipe. Ouais, à côté. Et puis... Donc ça aussi, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour moi de comprendre ça de mes copines. Et d'être OK sur le fait que... je devais accepter qu'elles seraient jamais aussi impliquées que moi. Et qu'elles auraient pas forcément envie de se lancer des défis sportifs. Et qu'elles n'avaient pas forcément le temps pour Kaya. Comment tu sélectionnes tes projets? Le Cervin, pour moi, c'était emblématique. C'est facile d'en parler. C'est quand même... c'est le Toblerone suisse, quoi. Et puis, en fait, il fallait trouver quelque chose de plus emblématique que le Cervin. C'est pas facile. Parce que tout le monde pense que c'est le plus haut sommet. Tout le monde pense que c'est le plus dur. Donc, la pointe du Four, c'est le plus haut sommet suisse.
30 Leute, vielleicht gehe ich abseits. Ja, ich habe eben nur 30. Ach so. Danke vielmals. Wollen wir ein bisschen Platz machen? Ja, auf jeden Fall. C'est extrêmement long. C'est très très long. Le Cervin, c'est 1000 mètres bam d'alpinisme. Et voilà. La pointe du four, c'est un peu la mort à petit feu. C'est une lente ascension. Hein. Ouais, c'est long, c'est long. Donc, plus au sommet, il s'avère qu'on est des descendants directs du général Dufour, qui a donné son nom de famille à la pointe du four. Donc, je trouvais ça super marrant. D'accord, ok. Comment tu l'as découvert ça? Bah, c'est mon papa. Et Okay. il s'intéresse quand même pas mal aux arbres généalogiques et à l'histoire et tout. Et puis, il m'a dit justement, il m'a parlé un peu de tout ça. Donc là, le storytelling. Le storytelling, Incroyable. c'était bam. Vous, Le vous général. avez parlé de ça ou pas? On voulait en parler, mais tu vois, ça fait partie des choses où c'est toujours difficile de l'amener. Tu veux pas te mettre en avant. Et puis, franchement, c'est compliqué les calendriers de chacun. Ça, c'est un super storytelling. Ouais, bah non, mais malade. Malade. Le général Dufour, c'est celui qui a fait la première carte suisse. Bien sûr. Donc, on a voulu en parler, mais de nouveau, il y a toujours cet aspect avec Kaya qui fait que notre but, c'était surtout de récolter de l'argent, de faire la promotion des événements. Moi, je rêverais de plus parler. Pas je rêverais de parler plus de moi, mais plutôt de plus donner d'inspiration, d'encourager les gens à, je sais pas, à aller faire les 10 km de Genève et puis lancer une cagnotte et puis récolter 200 francs. Mais génial. Pour la cause qui te tient à cœur, que ce soit écologique. Tu aurais quel genre de conseils à donner justement à des jeunes qui ont envie d'entreprendre, qui sont pleins de bonne volonté, mais qui ne se lancent pas par manque de temps, par manque... ils ont peur de ne pas être légitimes. Comment toi tu t'es lancé? Qu'est-ce qu'il faut se dire? Ce que je pense, c'est que si tu fais les choses avec le cœur, déjà tu trouves le temps pour ce que tu as envie de faire. Si tu le fais avec le cœur, ça aura forcément un impact. Et il faut surtout être persuadé de ce que toi tu fais. Je pense pas qu'il faut avoir peur de te lancer. Parce que si tu as peur toute ta vie, tu le feras jamais. Tu auras peur de quitter ton emploi, tu auras peur d'arrêter tes études parce que ça te plaît pas, tu auras peur de prendre la voiture. Tu peux avoir peur de plein de choses. Tu peux avoir peur de lancer un podcast, mais finalement tu le fais parce que tu y crois, tu y mets du cœur et tu prends le temps de le faire. Si tu as ces 3 trucs, alors tu n'auras pas 10 000 followers directs et ça va pas... Mais ok, c'est tes conseils. Ouais, je pense qu'il faut... En tout cas, je pense qu'il faut pas trop réfléchir et il y a un moment donné où il faut juste te lancer. Tu vois, finalement, moi j'ai traversé le lac à la Bonne Franquette 2 fois. La 3e, je me dis, bon, pourquoi pas faire de l'alpinisme. On rencontre Lucien, il nous dit, mais c'est génial votre truc, créer quelque chose, génial. Et en fait... Ouais, c'est en faisant, en fait, il faut le voir un peu comme un jeu. C'est en faisant des petites étapes, ça te mène à la... Je discutais avec une copine et elle était là, j'aimerais trop organiser un événement sportif. Mais je lui ai dit, mais commence par le faire avec 15 copains. L'année prochaine, vous êtes 30 et après, il y a de l'engouement, les gens veulent venir et là, tu crées quelque chose. Enfin, faut pas penser que le mec qui a créé le premier marathon, il s'est dit, je veux 500 inscriptions. Ouais, je veux 500 inscriptions. Alors, le pitch, on sera 20 000, c'est-à-dire... Donc, c'est la première année, on sera 20 000. Je demande à peu près 200 000 francs de fonds. Non, mais tu vois, je pense qu'à un moment donné, les gens qui ont le plus gagné d'argent ou qui ont fait fortune, ils sont pas non plus... faut structurer, hein, mais ils ne sont pas posés derrière un business plan en disant le risque, tu vois. Bien sûr. Marcher un peu plus à l'opportunité plutôt que d'avoir un peu une mission, une vision précise, parce que c'est pas comme ça la vie, quoi. Comme on disait avant. Et le travail paye. Le travail paye, toujours. Okay. Donc à la Pointe du Four, de quel événement t'es la plus fière? Je dirais que l'événement dont je suis le plus fière et le plus fier de l'équipe, c'est les 1 an de Kaya au Lacustre. C'était une soirée super, on a pu parler avec plein de gens. Le Lacustre, c'est un super lieu, ils jouent toujours le jeu, c'est un plaisir d'être chez eux et ouais, je pense que c'est l'événement dont je suis le plus fière. Et puis après, sportivement parlant, je pense que là où j'ai pris le plus de plaisir, c'était sur la Pointe du Four. Les prochains challenges, c'est quoi? Et les prochaines causes? Est-ce que tu peux un petit peu teaser déjà ou... Ouais, je peux teaser. Ouais. Déjà, Kaya, j'aimerais que ça prenne un autre tournant. J'ai plus envie de donner l'envie aux gens de
de se lancer des défis. J'aimerais plutôt être là pour Transmettre. Ouais, transmettre. J'aimerais Parce que c'est vrai que Kaya, il y a un vrai... En fait, l'essence même du projet, c'est social. Quelque Exact. chose de social. Ouais. Moi, je pense que le sport, ça m'a et ça me sauve dans la vie en général. On est tous un peu des écorchés, mais je pense que le sport, pour moi, ça a mis du sens. Et je rêverais que des gens qui trouvent pas de sens ou qui sont un peu perdus, ben, qui se disent ouais, bah, peut-être que je peux trouver ma voie là-dedans. Peut-être que j'ai trop envie. Ça fait 2 ans que je veux courir 20 kills, mais je sais pas, j'ai pas la motivation, je pense que je suis pas capable. Et là, j'aimerais que Kaya vienne et dise non, mais tu déconnes, t'es capable. Le but, ce serait d'être une plateforme pour développer des projets. Je sais pas si tu connais, mais le marathon de Londres, tu peux pas y participer si tu ne cours pas pour une fondation. Okay. Donc, t'ouvres une cagnotte qui s'appelle... c'est sur une plateforme qui s'appelle Give and Gain. Et en fait, tu es obligé de courir pour une cause. Et finalement, c'est tellement... Enfin... Pour toi, c'est ça le sport aujourd'hui? Ta façon de faire du sport? Oui et non. Ou il n'y a pas que ça parce que... Oui et non, parce que ça, c'est un autre teasing, mais... Ah. Oui et non, parce que je pense qu'il reste quand même cette part de challenge. Quand tu as fait du haut niveau, il y a un moment donné où tu veux défoncer tout le monde. Genre, faut être clair, mais il y a une autre partie de moi qui dit... En fait, cet été, j'ai pas mal encouragé une copine à moi à se remettre au sport, à courir, à faire des choses. Et en fait, le fait de voir qu'elle s'épanouissait là-dedans et que ça... Je sais pas, ça lui permettait de reprendre confiance en elle, voilà. Mais je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et je veux aider les gens à reprendre confiance en eux, à être méga fiers d'eux s'ils ont couru 5 kills, à s'inscrire aux 10 kills de Lausanne, enfin, que des choses comme ça. Et je trouve que ça, c'est hyper gratifiant. J'ai envie qu'on parle un petit peu des causes que vous défendez. Ouais. Comment ça se passe avec les associations que... vous faites quand même la promotion d'associations, vous levez des fonds pour elles. Est-ce que vous allez voir les personnes Est-ce que tu as même parlé de ça un peu? Alors, l'autre but de Kaya, c'était surtout aussi d'offrir gratuitement un community management et une communication jeune à des associations qui n'ont pas forcément le budget ou qui n'ont pas... Voilà, on fait quand même partie de la génération réseaux sociaux, donc peut-être pour nous c'est plus facile que pour d'autres personnes. Donc ça, c'était aussi un des points qu'on voulait mettre en avant avec Kaya, c'était que on voulait faire du contenu qualitatif pour les associations, pour les faire connaître. Faire leur promotion. Et faire leur promotion. Donc, il y a des associations avec lesquelles c'est super facile d'avoir un contact. Et il y a d'autres où c'est plus compliqué, mais pas parce qu'elles n'ont pas le cœur à l'association, mais parce que c'est souvent des personnes qui, comme nous, font ça entre 10 000 autres choses. Et quand tu dois concilier l'agenda de tout le monde, ça devient compliqué. Donc, on invite toujours les assos pour lesquels on lève des fonds sur nos events. On fait leur promotion. Puis moi, c'est vrai que j'ai quand même eu un bel atome crochu avec les Manop, la fondation qui offre des croisières aux jeunes en rémission du cancer, qui était le dernier projet. Parce que c'est une fondation où il y a plus de personnes derrière. Et puis, il y a quand même de l'event sportif pour faire des levées de fonds. Donc, en fait, on se rejoignait sur pas mal de points. Et c'est vrai que elles sont plus venues sur nos events, on a plus eu de contacts, mais par la force des choses, pas parce qu'elles sont mieux ou moins bien qu'une autre asso. Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne avec. Est-ce que tu as une anecdote, un moment de partage intense, que ce soit pendant un challenge, quelque chose qui ressort de Kaya? Ouais, un bon moment. Moi, j'ai été voir... donc cette année, j'ai fait la pointe du four pour les Manop. Et j'ai été voir le départ des croisières des jeunes. Et en fait, quand tu vois tout ça, ça fait tellement plus de sens. Et en fait, t'es tellement ramené sur Terre. Des gamins, ils ont 7, 8, 10, 12 ans, adolescence, jeunes. Puis ils ont vécu tellement plus de choses tellement plus de choses difficiles que toi, que tu te dis juste, ouais, en fait, Kaya, ça fait trop de sens. Et il faut pas lâcher. Et je trouve qu'on devrait tous faire des fois du bénévolat, aller donner la soupe à Noël aux pauvres. Pas forcément pour des enfants malades ou pour des causes, mais juste des fois de se ramener sur Terre et de se dire
ok, en fait, je suis un humain lambda. J'ai beau faire médecine, droit, être banquier, n'importe quoi. Genre, va ramasser des déchets par terre, fais du bénévolat pour des enfants malades. Et juste, des fois, l'espace de 1-2 heures, tu te dis, ah ouais, franchement, j'ai de la chance, quoi. Trop bien. Comment on peut soutenir Kaya, du coup? Comment on peut soutenir Kaya? Déjà, en nous suivant sur Instagram, en repartageant, en venant aux événements. Pour moi, c'est hyper important. Il y a une chose qui est hyper importante, c'est que je ne veux pas recevoir sans donner. Donc, je préfère que vous veniez vous amuser, que vous donniez 25 francs comme si vous alliez au D ou dans une autre boîte lausannoise et que vous payiez votre soirée Kaya à 25 francs, sachant que les 25 francs, c'est pour la bonne cause. Et vous avez un DJ à boire, une ambiance sympa et en plus, vous le faites pour la bonne cause. Donc, pour moi, venir aux événements, c'est la meilleure façon de nous soutenir. On est toujours à la recherche de sponsors, de gens qui veulent nous amener des plus gros moyens financiers parce que on est toujours à la recherche de ça. C'est le principe d'une asso. C'est le principe d'une asso. On court derrière l'argent, malheureusement, mais c'est comme ça. On peut pas, ça, je peux pas le nier. Et en fait, on a besoin. On rêverait d'avoir un sponsor. Donc, il faut pas hésiter. Mais prochain événement, du coup? Prochain événement, il se fera sûrement à Zermatt. D'accord. On n'a pas encore le lieu, mais ça se fera sûrement à la montagne pour un événement d'hiver. Et puis ensuite, on reviendra en région lausannoise pour des événements cet été. Parfait. On communiquera de toute façon sur le podcast. Trop cool. Mes amis, voilà, soyez présents aux prochains événements. Toute l'Amérique. Toute l'Amérique. Mais je ne sais pas s'ils vont se déplacer, mais on va les appeler. 1 million de followers. Je vais les appeler. Écoute, Chiara, vraiment super inspirant. Merci. Tout ce que tu as fait, comment tu amènes les choses, comment tout se goupille, tout s'imbrique. Ça fait vraiment sens. Moi, je pense que ce projet, il est vraiment intéressant. Et c'est pas un projet, ça sent que ça te tient à cœur. Ouais. Il y a quand même une structure derrière. C'est pas un projet juste pour être sur les réseaux. Non, clairement pas. Parce qu'il y a 1000 façons d'être sur les réseaux, mais je pense que les causes que tu défends, là, elles sont super intéressantes et super inspirantes. Donc, merci pour ce soir. Merci à toi. Beaucoup de plaisir. Pareillement. Et puis, on se verra à un prochain événement, j'espère. C'est pas j'espère, t'es obligé. On se verra à un prochain événement. On va cut. Merci beaucoup. Merci à toi.